Social Selling. En ce moment, en 2023, au lieu de monter à coût de 20 $, 30 $, on sait déjà à quel montant est-ce qu'on est rentable pour chacune des verticales. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et on vient pour un épisode assez particulier. En fait, un matin, je me lève, je regarde les chiffres d'un client de l'agence et je note les choses suivantes. En 2020, il dépense 149 000 $. En 2021, 218 400 $. Et en 2022, c'est 387 700 $. Une augmentation du budget de 77%. Que s'est-il passé? Ni une ni deux. Je contacte le directeur de compte derrière ce ticket de loto et il se présente au micro. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Nam Nguyen. Comment ça va, Nam? Ça va très bien, Antoine. Ça me fait plaisir de revenir sur Social Selling aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait quelques mois, je pense, que t'étais pas passé. Et quelle autre meilleure condition que de passer lorsque tu as eu un très 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 bon run avec un compte Facebook. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton client et de son domaine d'activité du coup? Oui, tout à fait. Donc, le client dont on parle ici possède une plateforme web qui permet à la population du Canada en général d'obtenir 3 soumissions gratuites provenant d'entrepreneurs qualifiés dans leur région en moins de 48 heures pour faire tout type de travaux de la maison. Donc, que ce soit de la rénovation d'une cuisine jusqu'à la réfection d'une toiture, en passant par tout type de verticales comme de la peinture intérieure, des travaux de fondation ou même des services de designer intérieur. Donc, on a des campagnes dans la plupart des grandes villes canadiennes en anglais et en français, donc Montréal, Québec, Calgary, Vancouver, Edmonton et j'en passe. D'accord. Donc 3 soumissions gratuites. On est plutôt du côté d'un lead gen. Exactement. Ok. Donc l'idée, c'est de générer un maximum de leads. Qu'est-ce qui a changé alors en 2022 par rapport à 2021 dans votre stratégie d'acquisition? Qu'est-ce qui peut expliquer que c'est augmenté comme ça ce budget? En fait, on a commencé à changer un peu la stratégie d'acquisition là déjà vers la fin de 2021, vers le mois de septembre, je te dirais, avec quelques tests positifs. Donc, je te dirais qu'auparavant, en 2020-2021, on utilisait principalement des campagnes de lead ad magnet, c'est-à-dire qu'on offrait un guide de prix gratuit pour les différentes rénovations possibles dans une maison. Puis en échange, on allait acquérir les informations de contact là, de chaque client. Les gens étaient par la suite redirigés vers le site du client et entraient plus de détails sur le type de travaux recherchés pour finalement être contactés par l'équipe d'appel du client. Donc, en mai 2021, tout le monde le sait, donc le fameux iOS 14 est sorti pour Facebook. Donc, les campagnes qui, à ce moment-là, donnaient des résultats corrects, mais un peu inconstants, ont commencé à se dégrader au courant de l'été. Donc, on a procédé à plusieurs tests. Puis, en septembre, on a commencé à essayer le funnel quiz avec la plateforme Typeform pour une verticale pour commencer. Donc, on a vu de très bons résultats. Donc, on a continué à créer de plus en plus de Typeform et de plus en plus de campagnes pour changer le funnel. Donc, rediriger les gens directement sur une plateforme de quiz pour toutes les verticales avant de rediriger les gens sur le site web puis avoir l'appel du client. D'accord. Tu as dit 2 choses qui étaient intéressantes. La première, c'est qu'avant, tu utilisais du lead ad et maintenant, tu es passé sur Typeform. Typeform, nécessairement, tu n'es plus sur le lead ad. Donc, là où tu pouvais avoir des résultats, et on le sait, moins chers avec un lead ad, tu as pris la décision, malgré iOS 14, de passer à l'extérieur de l'application Facebook et Insta et d'utiliser du coup une landing page qui était externe et d'envoyer ton trafic là-dessus. Tu pourras nous en parler juste un peu après. Et je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, mais le lead magnet que Nam utilisait auparavant, du coup, c'était le guide des prix. C'est quelque chose qui a l'air un peu étrange, mais en fait pas tant quand on est dans ce genre de marché, à savoir les personnes veulent refaire par exemple leur cuisine, veulent refaire leur salon. C'est juste qu'ils ne savent absolument pas combien ça coûte. En tout cas, ils en ont pas d'idée. Ils ont peur un peu de se faire arnaquer par le premier prestataire venu. Et quand vous êtes dans des zones un peu comme ça, des marchés un peu nébuleux, les personnes, quand ils arrivent, ils connaissent rien. Avoir un guide de prix, ça peut être un excellent moyen de capter l'attention et puis surtout de générer des leads. Je reviens vers toi. Donc, effectivement, tu as pris la décision de quitter lead ad pour passer en dehors de Facebook, même s'il y avait iOS 14 qui traînait. En effet.
C'était une façon de qualifier davantage le lead aussi, d'après moi, avec les formulaires, les questionnaires. Comme tu viens d'expliquer, mais le guide de prix, évidemment, les gens pouvaient le télécharger, le consulter, mais est-ce que nécessairement après, ils allaient aller sur le site web pour demander des soumissions directement à la plateforme d'entrepreneurs, ou est-ce qu'ils allaient contacter, tout le monde connaît à peu près des entrepreneurs un peu dans leur région, des contacts, la famille va toujours recommander quelqu'un. Donc, on perdait peut-être un peu de ces leads-là qui, oui, donnaient leurs informations de contact, mais peut-être simplement juste pour avoir le guide de prix. Donc, en faisant le funnel de quiz, les gens répondaient aux questions puis se sentaient plus impliqués directement avec le client en tant que tel, la plateforme. Donc, je pense que ça a aidé à qualifier davantage le lead, justement. D'accord. Donc, tu es allé chercher un tunnel de vente qui impliquait beaucoup plus le lead plutôt que simplement un bonjour, je veux ça, au revoir. C'est parfait. Quelle technique est-ce que tu as utilisée pour scaler tes campagnes? Assez simple, je te dirais. On était encore à cette période-là dans le scale, avec 20% d'augmentation de budget à chaque fois pour pas renvoyer les campagnes en learning. Donc, pour faire simple, le KPI visé, c'est un ROAS de 2 sur 2 semaines. Donc, on allait sur les 14 derniers jours avec une rétroaction. Pourquoi? C'est très simple. Le lead rentre, mais il faut que l'équipe d'appel du client en tant que tel appelle le lead, puis essaye après ça de générer justement un rendez-vous puis donner soumission pour ce client-là. Donc, c'est pour ça qu'on regarde sur 14 jours normalement. Donc, pour toutes les campagnes, dès qu'on voit que les résultats se rapprochent d'un tel objectif, soit sur 7, soit sur 14 jours, on augmentait le budget de 20%. Donc, on faisait un travail, on le faisait à chaque semaine, je te dirais. Puisqu'on le regarde sur un horizon de 2 semaines, ça servait pas à grand-chose de le faire aux 2-3 jours. Donc, on regardait vraiment sur un horizon hebdomadaire, est-ce qu'on augmente le budget ou pas. Mais c'était pas mal à coup de 20% à chaque fois en 2020. Par contre, en 2023, on a fait un petit travail à l'interne de compiler tous les CPL et les ROAS par verticale selon chaque mois, afin de pouvoir avoir une idée du budget à mettre en place sur chacune selon la saisonnalité, selon le mois, sans avoir nécessairement à faire le scale lent de 20% à chaque fois. Donc, par exemple, en ce moment, en 2023, au lieu de monter à coût de $20, $30, on sait déjà à quel montant est-ce qu'on est rentable pour chacune des verticales à peu près. Donc, on peut déjà jouer à ce niveau-là. Donc, c'est un scale beaucoup plus rapide qu'on a cette année grâce à ça. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que média buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de média buyer ainsi que de directeur de compte en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Et tu l'as mentionné, mais tu as parlé de vertical. Ouais. Il n'y a pas eu que le scale de 20%, il y a aussi eu probablement le scale horizontal, c'est-à-dire, alors horizontal dans le sens, tu as ajouté plein de campagnes parce que chaque campagne est dédiée à une verticale, c'est ça? Exactement. Donc, la structure de compte est un peu étrange, je te dirais, pour ce client dans le Ads Manager, alors que Facebook prône habituellement la simplification du compte, donc très peu de campagnes. Ici, on a pas moins de 18 campagnes actives en ce moment. Donc, vraiment, quand je dis vertical, évidemment, c'est salle de bain, cuisine, sous-sol, tout ce que vous pouvez imaginer comme type de travaux dans la maison. Donc, vraiment, on sépare. Chaque verticale a sa campagne propre et son budget propre que l'on analyse, comme je te disais, hebdomadairement ou bimensuellement. Et comment ça se passe la gestion? C'est pas trop compliqué parce que comme tu l'as dit, Meta te recommande d'avoir que quelques campagnes, de tout centraliser. Toi, t'en as 17 ou 18 selon les matins. Comment ça se passe et est-ce que effectivement tu peux détailler un peu comment se structure ton compte à présent, notamment le budget, les audiences utilisées? Oui, ça se passe relativement bien la gestion, comme je te dis. On regarde tout ça sur un horizon de 14 jours, encore une fois. Donc, ça permet de peut-être moins être dans le micro puis de regarder des résultats au jour le jour. Puis, certaines verticales, même, on regarde sur une optique plus mensuelle. Donc, ça nous permet vraiment de pas obligé d'être au jour le jour dans le compte. On regarde un horizon un peu plus long. Donc, la collecte et l'analyse des résultats qu'on fait hebdomadairement, oui, ça prend un peu de temps, je te dirais, mais c'est pas si mal que ça.
Au niveau des campagnes, oui, on était à 17 ou 18 campagnes actives en ce moment. C'est sûr qu'il y a d'autres volets que le volet client. Donc, on a 2 campagnes, une en anglais, une en français pour recruter des entrepreneurs qualifiés. Donc, on fait rentrer ces entrepreneurs-là dans l'écosystème du client parce que évidemment tous les entrepreneurs qu'on recommande sont qualifiés. Donc, il y a un travail de recherche, vérifier qu'ils ont bien leur carte, qu'ils font des bons travaux en tant que tels, qui se présentent au rendez-vous. C'est quand même important. Puis, on a une petite campagne pour le recrutement, donc principalement pour des travaux étudiants. Donc, on recrute beaucoup d'étudiants qui vont justement travailler avec ces entrepreneurs-là. Donc, pour le reste, on est à peu près à 15 campagnes, autant en anglais qu'en français. On cible exclusivement en audience froide ici. Donc, on a déjà essayé de cibler des audiences en retargeting, des gens qui étaient allés sur le site, etc. Mais les résultats ont toujours été moins bons à ce niveau-là. Donc, on a complètement exclu ça. Puis, les audiences en tant que telles, c'est vraiment toujours des audiences broad, ciblant tous les endroits géographiques là, que l'on recherche. Donc, si je prends un exemple pour faire bien simple, on prend la verticale de cuisine. Donc, on est en français seulement. Donc, on a un rapport que le client nous donne du coût par lead et des revenus générés par ville. Donc, ça nous permet de trouver à l'interne, dans le back-end, quelles villes sont intéressantes à cibler. Évidemment, ça va toujours être les grandes villes de la province. Donc, pour cuisine, par exemple, on cible seulement Montréal et Québec. En broad audience. Donc, aussi simple que ça, on raffine pas plus. On pourrait raffiner par propriétaire de maison, c'est sûr. On pourrait affiner par l'âge. Mais ce qu'on a trouvé au niveau des résultats, c'est vraiment d'y aller en broad le plus possible. D'accord. Et avec tout ce scale et puis surtout un scale continu sur janvier, sur 2022, comment est-ce que tu as fait pour maintenir une qualification de lead qui rentrait? Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un problème justement pendant un mois, la qualité était beaucoup plus médiocre? Comment tu as fait pour gérer ça? Je te dirais que la qualité du lead, comme je te dis, on l'a déjà beaucoup amélioré là, avec le quiz. Donc, les gens sont déjà plus dans la plateforme. Puis, en fait, il contient en général seulement 7 questions, mais on l'a ajusté au fil du temps. En 2022, on a quand même fait un bon travail de A/B testing. Je te dirais pour chaque verticale, dans la plateforme Typeform, on pourrait retrouver 2 à 3 versions différentes. Là. Donc, okay. on a quand même testé. Dès qu'il y a un petit coup de mou, si on peut dire, se permet quand même de changer la landing page et de tester, voir si on peut obtenir de meilleurs résultats. Donc, alors que là, en ce moment, le Typeform, en général, contient cette question, mais je me souviens qu'au début, par exemple, pour la verticale de toiture, on posait beaucoup plus de questions, certaines qui pouvaient être superflues, comme quel type de toiture avez-vous? Au final, au Québec, en général, c'est pas mal des bardeaux d'asphalte toujours. Donc, c'est comme ça. Puis, ça ressemble pas mal à ça là, pour la qualification des leads. On n'a jamais vraiment des coups de mou très longs. Des fois, il y a juste des périodes, une saisonnalité qui dépend des verticales, selon si c'est des travaux d'intérieur ou d'extérieur. Puis à ce moment-là, on coupe les campagnes là, où on vérifie notre rapport par rapport aux résultats générés en 2022 et même 2021 pour voir s'il y a un lien de cause à effet qui pourrait nous dire est-ce qu'on est plus patient avec cette verticale ou est-ce qu'on devrait juste la couper. Et petite question aussi technique, est-ce que tu optimises sur un lead ou est-ce que vous avez mis en place un événement qui est beaucoup plus loin dans votre tunnel de vente sur lequel vous optimisez, histoire d'avoir vraiment sécurisé à fond la qualité de tes leads? En fait, on utilise une conversion personnalisée du client. D'accord. Donc, comment on l'avait appelé même au départ, quand j'ai repris le compte il y a plus de 2 ans, c'était ça. Puis le nom, c'est sûr que ça a été fait de façon personnalisée. Donc, c'est même pas quand les gens terminent le Typeform que le lead apparaît dans notre système. Ils terminent le Typeform, okay. Ils se rendent même sur la première page, une landing page du client en tant que tel, puis ils remplissent des questions additionnelles et c'est à ce moment-là seulement. Donc, c'est encore plus loin dans le funnel que nous, le lead revient dans le Ads Manager. Par contre, on a essayé plusieurs fois de tracker adéquatement les résultats du Ads Manager par rapport au back-end. Puis, on s'est rendu compte que on fait toute l'analyse directement dans le back-end en ce moment, là, avec des UTM personnalisés. Le client, on a la chance d'avoir un client très, très bon technologiquement, donc il nous fournit toujours tout ce qu'on demande comme information dans le back-end. Il va l'adapter au fur et à mesure afin qu'on soit capable d'analyser encore plus en détail. Mais depuis plus d'1 an, je te dirais qu'on analyse des résultats directement dans le back-end là, avec les UTM. D'où l'importance d'avoir un très très bon tracking, surtout quand tu as plein de verticales qui sont différentes, surtout quand tu as un lead qui est très très long à arriver, puis t'as aussi une vision de, comme tu disais, 1 voire 2 semaines en fait. D'ailleurs, ça a dû bien t'aider, non,
l'attribution 28 jours qui est revenue en 2023 ou pas du tout, pas tellement? Pas du tout. On avait déterminé avec le client là, que sur 14 jours, on voyait une belle rétroaction sur 14 jours, mais que sur un mois, l'évolution des cohortes était trop minime là, pour regarder ça de manière pertinente. Donc, c'est vraiment un travail qu'on a fait. Les cohortes, c'est par 14 jours, on avait fait l'analyse. Habituellement, après la séquence d'appels, tu vois, le client a quand même beaucoup de closers, si on peut dire. Donc, c'est très rare que les gens, que l'équipe d'appel appelle le lead après 2-3 semaines. Ils essaient d'appeler le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment sur un horizon de 14 jours que ça se fait bien. Et c'est quoi la suite pour ce compte? Qu'est-ce que tu testes en ce moment ou qu'est-ce que tu vas tester? En ce moment, on commence à mettre des UTM spécifiques à chaque publicité. Donc, on essaye de tester encore plus au niveau des hooks, des headlines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer davantage le CTR, pour vraiment avoir un maximum de volume sur les landing pages et avec l'effet boule de neige sur le site web et les résultats en tant que tels. Donc, auparavant, on traquait avec les UTM par verticale seulement. Des fois, on mettait un UTM pour cibler, pour vraiment analyser les résultats par ville. Mais depuis 2023, on met des UTM même spécifiques à chaque hook pour vraiment analyser lequel pourrait donner de plus de résultats. Évidemment, à chaque début d'année, comme c'est pas mal la période en ce moment pour regarder pour des travaux, après le temps des fêtes et tout ça, la folie là, de Q4 aussi, on teste beaucoup de verticales à nouveau. Et puis, notre client en tant que tel aussi a engagé des closers au niveau anglophone. Donc, on a beaucoup plus de closers pour tout ce qui est ciblage à Vancouver, Calgary. Donc, ça devrait aider à scaler là, dans le reste du Canada anglais à ce niveau-là. Parce que principalement, on était en Ontario puis au Québec auparavant. Mais le but a toujours été de scaler dans toutes les grandes villes canadiennes, en fait. Bien sûr, d'accord. Et alors, on arrive à la fin de l'épisode. Comment est-ce qu'un annonceur similaire en lead gen pourrait appliquer cette stratégie et s'approcher de ses résultats? Moi, je crois qu'il faut, c'est dans l'ADN de J7 Média, on dit souvent, il faut tester, il faut tester. Donc, c'est sûr que après mai 2021, on a essayé beaucoup de techniques quand même. On n'est pas arrivé de façon magique au quiz. Donc, j'avais testé du lead ad direct, même des conversations Messenger pour est-ce qu'on y allait au volume de lead. Donc, je dirais, c'est pas, c'est du cas par cas, évidemment. Donc, ce qui marche bien pour ce compte-ci marche pas toujours bien pour un autre. Par contre, je suis quand même, évidemment, tu le vois avec le scale de ce compte-là, je suis quand même rendu un grand fan du funnel quiz, que ce soit sur Typeform ou pas. Ouais, donc, normal. On a essayé de le reproduire avec succès pour certains comptes, avec moins de succès sur d'autres. Chez plusieurs comptes avec qui je travaille là depuis quelques années. Par contre, ce qui est cependant crucial, puis tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vraiment d'être capable de mesurer la qualité de ces leads-là d'une quelconque façon, que ce soit dans le back-end, que ce soit en ayant simplement les bons chiffres afin de s'assurer de la rentabilité de nos campagnes, puis être en mesure de scaler adéquatement. Donc, comme je disais tout à l'heure, ici, le client, il y a une plateforme back-end où il est très bon lui-même pour faire les ajustements. Donc, ça nous permet de suivre le tout de manière assez automatisée puis avoir des métriques là, quand même super personnalisées comme le CPL par ville, le ROAS par ville, par verticale et même maintenant par publicité. Donc, moi, je pense que pour un annonceur similaire, je le testerais. Puis après ça, m'assurer d'avoir un tracking vraiment adéquat parce qu'une fois qu'on a une bonne compréhension des chiffres, qu'on sait que c'est les bons chiffres, c'est là qu'on va être en mesure là, de faire une analyse détaillée puis de scaler par la suite. Il y a un truc qui est vraiment intéressant avec Typeform, c'est que tu as deux manières de faire remplir un formulaire à quelqu'un. Soit tu lui mets toutes les questions les unes après les autres sur des petites cases, nom, prénom, machin truc, etc. C'est quoi? Hop. Ou sinon, tu utilises Typeform et tu le fais passer sous la forme d'un quiz et ça rend le formulaire beaucoup plus ludique. C'est-à-dire que vous pouvez clairement dire à la personne remplissez notre quiz ou remplissez notre questionnaire. Et c'est pas le gros formulaire infernal parce que t'as quand même quoi 7 questions ou 7 pages. 7 questions. Oui, ça prend 1 à 2 minutes à 7 remplir. questions, ouais. C'est écrit là, sur la première page. Donc, D'accord, ok. Ah, ok, c'est pas, tu fais pas ça une page par une page. À chaque fois, la personne elle clique et puis ça passe à une autre page et c'est une nouvelle question. C'est page par page, mais sur Typeform, tu as l'option de mettre l'estimé de combien de temps ça prend à remplir. Puis c'est 1 à 2 minutes maximum. Donc. D'accord, ok. Bon, en tout cas, Typeform, c'est vraiment un outil qu'on recommande au même titre que Unbounce, au même titre que Viper. Je me souviens aussi pour faire des concours et obtenir pas mal
de nouveaux abonnés sur Facebook, sur Instagram. C'est des petits outils qui peuvent vraiment vous aider sur votre conversion et puis sur votre acquisition de leads. Nam, je te remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Dernier conseil? Juste de me réinviter plus rapidement pour les prochaines fois. Sinon, je parle à touche. Ok, très bien. Bah écoute, merci Nam d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous suivre sur Social Selling. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de balado préférée, comme dirait Antoine Gagné. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.